On ne badine pas avec l'amour, Alfred de Musset, résumé par acte et par scène. Voici le résumé global de l'acte 2. Dans l'acte 2, les passions et les orgueils se dévoilent. Perdiccand, toujours amoureux de Camille, souffre de sa froideur et de son refus apparent. Blessé dans son orgueil, il oscille entre mélancolie et provocation, allant jusqu'à se rapprocher de Rosette, jeune paysanne naïve et sincère, pour provoquer la jalousie de Camille. Camille, marquée par son éducation au couvent, se montre prudente et distante, mais ses sentiments pour Perdiccand ressurgissent malgré elle. Elle choisit de le revoir à la fontaine pour parler et mesurer ses propres émotions, jouant elle aussi un jeu subtil de provocation et de contrôle. Autour de Maître Blasius, bavard et comique, observe et rapporte les nouvelles qui créent quiproquos et tensions. Le baron, préoccupé par l'honneur et le mariage de sa nièce, apparaît confus face à l'incompréhension des passions des jeunes. Quant à Dame Pluche, fidèle et prudente, elle transmet les messages et lettres de Camille, contribuant malgré elle au malentendu. Ainsi, l'acte 2 transforme l'amour en un jeu cruel où orgueil, innocence et désir se mêlent, préparant le terrain de la tragédie à venir. Voici le résumé de la scène 1. Ne riez pas trop vite, chez Musset, l'esprit est léger, mais les cœurs sont graves. La scène s'ouvre dans un jardin, lieu trompeusement paisible. Maître Blasius, brave homme un peu pâteau mais bien informé, vient annoncer à Perdiccand une nouvelle alarmante. Le baron, son père, est au désespoir. Pourquoi ? Parce que le mariage projeté entre Perdiccand et sa cousine Camille semble mal engagé. Les caractères, dit-on, ne s'accordent guère. Perdiccand, avec un humour nonchalant et une pointe d'orgueil, répond qu'il ne peut refaire le sien, mais qu'il est pourtant tout disposé à épouser Camille. Il affirme sans détour qu'il ne demande pas mieux, chargé donc donné à Blasius de rassurer le baron. À peine l'homme est-il sorti que Camille entre en scène. Le ton change aussitôt. Perdiccand commence par la galanterie, un compliment tendre, presque enfantin. Camille, elle, coupe court. Parlons sérieusement. Elle annonce clairement son refus du mariage. Non par dédain personnel, précise-t-elle, mais par principe. Elle ne veut pas se marier, elle retournera dès le lendemain au couvent. Perdiccand feint d'abord l'indifférence, puis se fait plus sincère. Il accepte le refus, mais propose autre chose, l'amitié, une amitié pure, fraternelle, presque sacrée. Il invoque le souvenir de la mère de Camille, leur enfance commune, et va jusqu'à dire qu'un prêtre n'est pas nécessaire pour unir deux âmes. Dieu suffit. C'est un discours généreux, exalté, romantique. Camille reste froide. Elle se dit obligée de partir, refuse d'expliquer pourquoi, affirme n'aimer personne et persiste. Perdiccand, blessé mais digne, renonce. Il évoque avec douceur ce qu'il aurait aimé, s'asseoir sous les marronniers et parler comme autrefois. Puis il prend congé, l'appelant encore mon enfant. Aussitôt sortie, Camille retrouve Dame Pluche. Le masque tombe à peine. Elle confirme le départ, mais rédige un billet pour Perdiccand. Contradiction révélatrice. Dame Pluche s'en scandalise, mais Camille insiste. Elle écrit à celui qu'elle refuse, comme si elle ne pouvait totalement rompre le lien. Les deux sortent de la scène. Ce qu'il faut retenir, le dialogue est clair en apparence, mais profondément trompeur. L'orgueil et la pudeur sont déguisés. Tous deux prétendent être indifférents, mais chaque réplique trahit une blessure. C'est une scène clé pour la suite, car elle pose les bases du drame, l'incompréhension, le refus de dire clairement ses sentiments, et le jeu dangereux avec l'amour. On ne badine pas encore, mais on commence à s'y brûler. Souvenez-vous-en, ici personne ne ment vraiment, et pourtant tout est faux. C'est là le génie cruel et souriant de Musset. Et voici la scène 2. Laissons un instant les tourments du cœur et passons à table, ou plutôt regardons qui n'y mangera pas. La scène se déroule dans la salle à manger, pendant qu'on met le couvert.
Maître Bryden entre seul, et aussitôt se lance dans une longue plainte. Son drame n'est ni amoureux ni métaphysique, c'est un drame de chaise et de ventre. Il a appris qu'on ne lui donnera plus la place d'honneur à la droite du baron. Cette place sacrée revient désormais au gouverneur, qu'il décrit avec une charité toute chrétienne comme un âne bâté et un ivrogne sans pudeur. Bryden détaille alors, avec une gourmandise presque obscène, les conséquences de cette disgrâce. Le premier verre de Malaga versé à un autre, les plats qui arrivent froids, les perdreaux déjà dépecés, les choux et les carottes disparus. Le tragique se niche ici dans l'assiette vide. Il évoque le souvenir du gouverneur, la veille, dévorant comme un ogre à la table du baron. Indigné, humilié, Bryden refuse l'affront. Dans un élan de dignité très théâtrale, il fait ses adieux à la salle à manger, aux bouteilles, aux venaisons, aux bénédicités. Puis, se comparant à César avec un sens de la mesure très relatif, il décide de retourner à sa cure. Mieux vaut être le premier au village que le second à Rome. Et il sort, seul, le ventre vide, mais l'amour-propre sauvé. Ce qu'il faut retenir de cette scène, c'est qu'elle est comique et c'est une satire. Aucun des héros amoureux n'apparaît. Musset fait une pause dans l'intrigue sentimentale pour peindre le ridicule des personnages secondaires. Ici, un ecclésiastique plus attaché aux plats qu'aux prières. C'est une critique joyeuse du clergé. Bryden incarne une figure anticléricale traditionnelle, glouton, jaloux, orgueilleux, prompt à invoquer Dieu pour défendre ses intérêts très terrestres. Le thème de l'orgueil encore. Comme Perdiccas et Camille, Bryden est blessé dans son orgueil, mais là où les jeunes gens souffrent en silence, lui tempête bruyamment. C'est un contrepoint comique au drame amoureux. Cette scène allège momentanément la tension de l'acte 2, le rire prépare paradoxalement le retour du sérieux. Et pourquoi cette scène est-elle si courte ? Musset ne cherche ni à faire avancer l'intrigue amoureuse, ni à révéler un secret. Il propose un intermède, presque un aparté, fondé sur un monologue efficace. C'est une scène de respiration écrite comme un trait d'esprit. Elle passe vite, mais elle marque. Et chez Musset, ce qui paraît léger ne l'est jamais tout à fait. Pendant qu'on rit de Bryden, l'amour, lui, continue de se compliquer hors scène. Et voici la scène 3. Nous voici sortis du jardin aristocratique et de la salle à manger trop bien garnie. Le décor change. Un champ, une petite maison. L'espace est simple, presque humble, et avec lui entre Rosette. Perdiccas est là, troublé, encore blessé par Camille. Il invite Rosette à se promener en l'absence de sa mère. D'emblée, le malaise affleure. Rosette lui demande si tous ces baisers lui font vraiment du bien. La question est naïve, mais elle est grave. Perdiccas répond par une pirouette. Il l'embrasserait devant sa mère, puisqu'ils sont comme frères et sœurs, à l'image de Camille. Rosette, avec une lucidité touchante, distingue ce que Perdiccas feint d'ignorer. Les mots ne sont pas les gestes. Elle avoue son manque d'esprit mondain, mais comprend très bien une chose essentielle, tous les baisers ne se valent pas. Les grandes dames savent en décoder le sens, elle non, et cette confusion l'attriste. Perdiccas élude. Il la complimente, l'appelle mon enfant, tout en se laissant aller à sa mélancolie. Rosette, attentive, devine la cause. Le mariage avec Camille est donc manqué. Perdiccas répond par une plainte poétique, presque lyrique. Tout le monde se souvient de lui, les paysans, les animaux, la nature elle-même, sauf Camille. Puis, brutalement, il retourne la question. Et toi, Rosette, à quand le mariage ? Rosette refuse ce terrain. Elle veut parler de choses simples, innocentes. Le temps, les fleurs, les chevaux. Perdiccas accepte en apparence, mais conclut par un nouveau baiser. Rosette remarque alors une goutte de pluie qui tombe. Pourtant le ciel est clair. Image discrète mais lourde de sens. Perdiccas demande pardon. Rosette s'inquiète. Pourquoi pleure-t-il ? Ils sortent ensemble dans un silence chargé. Que faut-il retenir de cette scène ?
Rosette se dit sans esprit, mais elle comprend parfaitement ce qui lui arrive. Perdiccas commence à se tromper sur lui-même. Il joue avec les sentiments d'une jeune fille sincère. La goutte de pluie sous un ciel clair est une image symbolique forte. Le malheur commence sans raison apparente, doucement, presque invisiblement. Voici la scène 4. L'acte 2 peut sembler répétitif si on reste seulement aux faits. Mais si on regarde bien, Musset y cache de véritables petits trésors psychologiques et symboliques. Nous sommes au château et voici que maître Blasius entre en trombe, bouleversé, suivi du baron. Le décor est calme, solennel, mais ce calme va se briser sous un flot de paroles confuses et d'observations minutieuses. Blasius commence par une explication tortueuse et presque comique. Il raconte ce qu'il a vu, mais il perd très vite le fil. Était-il dans l'office? Non. Dans la galerie? Buvez-vous du vin? Non. Un verre d'eau? Observez-vous quelque chose? Oui, entre deux vases étrusques, et ainsi de suite. Le lecteur ou le spectateur se demande si Blasius parle sérieusement, ou s'il invente pour se donner de l'importance. Mais derrière ce flot de phrases confuses, un événement grave et mystérieux se déroule. Blasius a aperçu Dame Pluche et Camille était rouge de colère, criant des ordres à sa gouvernante. Dame Pluche, elle, résistait, protestait, et froissait un petit papier plié en 4. Blasius insiste, cette scène étrange signifie que Camille entretient une correspondance secrète. Le baron, lui, est complètement perdu. Comment croire que sa nièce, si sage et éduquée, puisse envoyer des lettres clandestines? Qui est le destinataire? Blasius, avec sa manière emphatique et confuse, ne donne qu'un seul indice. Littéralement, ici repose le problème. En clair, il n'en sait pas plus, mais il est certain qu'une intrigue amoureuse se trame derrière ce papier froissé. La scène se termine avec le baron bouleversé, incapable de rassembler ses idées, et Blasius convaincu de sa propre lucidité. Tous deux sortent, laissant le spectateur sur une énigme et un suspense savoureux. Que faut-il retenir de cette scène? Elle révèle que Camille n'est pas totalement transparente, elle a une correspondance secrète. Le langage de Blasius confus et tortueux amuse, mais il sert aussi de mécanisme narratif. Il transmet au baron et au spectateur une information capitale sans le dire clairement. Le baron, lui, c'est le symbole de l'ordre ébranlé. Il est dépassé par les événements et les émotions de Camille. Nous avons le suspense et une anticipation du drame, la lettre froissée, les cris de Camille, l'incompréhension du baron, tout cela prépare le spectateur à des révélations et à des tensions futures, tout en mêlant humour et sérieux. Nous arrivons à la scène 5. Nous voilà dans un bois près d'une fontaine. Ce lieu n'est pas choisi au hasard. C'est un endroit intime, presque hors du monde, un refuge de l'enfance et de la mémoire. Perdiccas est seul, lisant un billet bref, mystérieux. Un rendez-vous après tant de refus et de froideur. Il doute, soupçonne une coquetterie, une intrigue. Le spectateur sent déjà que quelque chose d'essentiel va se jouer. Camille arrive, et soudain tout bascule. Elle n'est plus la jeune fille distante du matin. Elle rend ce qu'elle a refusé, la main, le baiser, la conversation. Elle veut parler en amie, s'asseoir comme autrefois, revivre un instant du passé. Puis, elle révèle enfin la vérité. Elle va prendre le voile. Commence alors un dialogue d'une intensité rare. Camille interroge Perdiccas sur l'amour, non par curiosité légère, mais pour juger le monde. A-t-il aimé? Oui. Où sont ses femmes? Il n'en sait rien. Combien de fois peut-on aimer? Perdiccas esquive, ironise, provoque. Peu à peu, on comprend que leurs visions de l'amour sont opposées. Pour Perdiccas, l'amour est fragile, changeant mais nécessaire. Pour Camille, l'amour humain mène à la trahison et à la souffrance. Camille raconte alors ce qui l'a marqué au couvent, des femmes riches, belles, aimées, puis trompées, revenues brisées entre les murs du monastère. Elle avoue quelque chose de capital. Dans ses rêves et ses pensées, l'homme qu'elle imaginait, c'était Perdiccas. Elle l'a aimé en silence, à distance, sans l'avoir revu.
Mais précisément parce qu'elle l'a aimé, elle refuse de souffrir comme ces femmes. La discussion devient un combat. Camille défend le cloître comme un refuge contre la douleur. Perdiccas, lui, s'emporte. Il dénonce les nonnes, leur désespoir caché, leur influence funeste, leur hypocrisie. Il affirme que ces femmes n'ont pas renoncé à l'amour, mais qu'elles en sont mortes. Le ton devient violent, lyrique, presque prophétique. Et puis vient la tirade finale de Perdiccas, terrible et sublime à la fois. Il reconnaît la laideur du monde, la médiocrité des hommes et des femmes, la souffrance inévitable. Mais il affirme une chose essentielle, malgré tout, aimer donne sens à la vie. Souffrir en aimant vaut mieux que vivre sans aimer. Il part, laissant Camille seule, bouleversée. Ce qu'il faut retenir de cette scène ? 2 conceptions irréconciliables de l'amour. Le couvent n'est pas la paix mais une fuite. Musset ne fait pas un procès grossier de la religion, mais il montre que le cloître peut être un refuge illusoire, bâti sur la peur de vivre. Perdiccas, quant à lui, manifeste une idée centrale du romantisme, mieux vaut une vie imparfaite, douloureuse, mais vécue pleinement, qu'une existence protégée, froide et stérile. Le drame est désormais inévitable. Après cette scène, on ne peut plus revenir en arrière, l'amour est avoué, mais refusé. Si tu trouvais l'histoire ennuyeuse jusque-là, c'est parce que tout menait à cette scène. Elle n'est pas un épisode de plus, elle est le cœur battant de la pièce. Elle pose la question centrale. Faut-il vivre sans aimer pour ne pas souffrir, ou alors accepter la souffrance pour être vivant ? Avec cette scène, on ne badine plus du tout. Et maintenant, l'histoire ne peut plus que accélérer et faire mal. Voici la fin de l'acte 2. J'espère que cela vous a plu. Le résumé de l'acte 3 au prochain numéro. Vous pouvez retrouver Histoire et poésie sur ma chaîne Entendre lire.